On avait connu Sabine Boussoub il y a de cela 2 ans, avec la parution du Nez juif aux éditions de l'Antilope, livre dans lequel l'appendice nasal du narrateur, qui n'était pas sans rappeler les plus abominables caricatures antisémites de l'entre-deux-guerres, servait de prétexte à une folle digression sur son identité franco-libanaise. Nez que vous pouvez apprécier à ma droite. Vous êtes vous-même franco-libanais, Sabine Boussoub, vous êtes journaliste et photographe, et nous revenez en cette rentrée avec le texte Beyrouth entre parenthèses, toujours aux mêmes éditions de l'Antilope. Cette fois, le narrateur franco-libanais, très semblable au précédent, décide non pas de se rendre à Beyrouth, mais à Tel Aviv, évidemment muni d'un passeport français, de se rendre chez l'ennemi, tant il est pétri d'idéologie anti-israélienne, à l'aune du trauma, notamment de l'invasion de 2006, qui est très important pour lui. Il fait partie de cette génération. C'est un roman tripartite comprenant le temps du voyage, celui de l'interrogatoire par les services de sécurité israéliens, vous en doutez, un interrogatoire qui va être très très long. Comme celui-là d'ailleurs. Oui, comme celui-ci. Et enfin, le temps de la visite même de l'État d'Israël, État voisin depuis lequel il observera le Liban, son Liban. C'est un livre plus profond, plus mature sans doute que le précédent, un livre toutefois toujours tendre, toujours drôle, qui, à l'image de cet interrogatoire mené par les services de sécurité israéliens, questionne beaucoup quant à la complexité de l'identité libanaise contemporaine et plus globalement celle d'une jeunesse moyen-orientale. On placera d'ailleurs ce livre sous l'égide éphémère du célèbre adage « Si tu comprends quelque chose à l'histoire du Liban, c'est qu'on t'a mal expliqué ». C'est pas. Je fais Claire Chazal. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de la genèse même de cet ouvrage, de ce Beyrouth entre parenthèses. Quel besoin aviez-vous justement d'évoquer ce voyage? Pourquoi en ce temps-là, dans l'actualité immédiate du mouvement du 17 octobre au Liban, mouvement que vous avez beaucoup couvert en tant que journaliste et photographe? Sur le livre, le voyage, il est, on va dire, il est inspiré d'un voyage que j'ai vraiment fait, mais qui s'est passé il y a 6 ans, quelque chose comme ça, et j'avais besoin d'y aller à cette époque-là. Je vivais au Liban, j'étais parti vivre au Liban, j'ai quitté le Liban et je me suis dit que la dernière chose à faire finalement pour retrouver le Liban, c'était aller en Israël. Et donc j'y suis allé malgré les interdits et petit à petit j'ai ressenti le besoin d'écrire cette histoire pour, je crois, affirmer un point moi en tant que Libanais. Je me disais que finalement faire ce voyage et écrire sur ce voyage, ça me rendrait plus Libanais comme je suis, on va dire, d'une certaine façon. Et sur le 17 octobre, oui, c'est un truc que j'ai dit dans un entretien où je disais que justement au début j'avais peur de publier ce livre. Et d'ailleurs au retour de la Révolution, j'avais dit à mes éditeurs on ne le publie plus. On s'était engueulé, etc. Et finalement, j'ai réalisé qu'avec la Révolution du 17 octobre, il y a une sorte de parole qui s'est libérée. Et que finalement, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut maintenant au Liban. On n'a plus peur de dire des choses qu'on avait peur de dire avant cette révolte. Et on rappelle qu'il est interdit aux citoyens libanais de se rendre en Israël. Oui. Dès le temps du voyage à Tel Aviv, ce temps passé dans l'avion, votre narrateur pressent qu'il n'est pas un Français comme les autres, malgré son passeport. Ce pressentiment se vérifie lorsqu'il est soumis à l'interrogatoire des services de sécurité israéliens. Pendant plusieurs heures, on va lui répéter les mêmes questions qui flirtent souvent avec l'absurde, questions qui lui font lui-même douter de ce qu'il est vraiment. C'est un interrogatoire qui s'apparente presque à une analyse lacanienne. Parlez-nous de cet interrogatoire et de ses conséquences sur la névrose familiale et identitaire du narrateur. C'est ni français comme les autres, ni libanais comme les autres, je crois d'ailleurs pour le personnage. L'interrogatoire, c'était le meilleur prétexte pour revenir sur des questions, en fait. C'était une façon pour, en écrivant le bouquin, en me disant comment je vais pouvoir rendre un peu léger des questions qui sont plutôt lourdes au quotidien. Et donc finalement, interrogatoire, c'était la meilleure façon parce que tout d'un coup, ça devient presque cinématographique et puis on peut tout mettre dedans, de la violence, du sexe, tout ce qu'on veut regarder dans un film, finalement dans un livre, on l'a. Et c'était une façon de traiter ce sujet de manière un peu légère. Sachant que c'est inspiré de trucs qui me sont quand même arrivés, qui étaient moins légers à vivre dans la vraie vie. Mais disons que pour écrire dessus, je pouvais pas venir... Quoique si j'ai écrit une première version très sérieuse, très premier degré, très tragique. Et je me rappelle avoir fait lire à ma copine qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui te prend là, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, c'est pas possible, tu peux pas raconter des choses aussi sérieuses comme ça. » Et finalement, l'humour, c'était une façon de le raconter et finalement de traiter et de la famille, un sujet qui vous est cher, cher David, question des origines, la question des interdits. C'était la meilleure façon de, je pense, à ce moment-là, de le raconter. Donc plus tard, passé cet interrogatoire, votre narrateur arrive quand même à passer cette frontière et se retrouve en Israël, chez une amie à lui, Rose, qui ouvre une galerie d'art avec son compagnon Yadan, refusnik de son état. S'ensuit une exploration de Tel Aviv, une incursion à Jérusalem et surtout une très belle scène où votre narrateur, encore plus étranger que d'habitude au monde qui l'entoure, fait la rencontre d'un certain Asaf, juif irakien, au café Fayrouz, café bien nommé pour la peine. Asaf, juif-irakien, va lui parler en arabe, et là c'est le déclic, c'est le déclencheur d'un moment, à mon sens, très fort du livre.
En cela qu'il incarne, si ce n'est une fraternité, une sorte de communauté de la jeunesse moyenne-orientale, avec tout ce que ça implique de fatalisme. Vous avez cette très belle phrase, on rit en réalisant que l'avenir est aux mains des traîtres. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène, de cette rencontre, qui je pense s'est réellement produite, et de ce qu'elle implique dans le texte? Oui, c'est drôle qu'elle vous ait marqué comme ça, parce qu'effectivement, je crois que c'est une rencontre qui s'est vraiment passée, exactement comme je la raconte à peu près dans le bouquin, c'est-à-dire lors d'un anniversaire de la fille chez qui j'étais là-bas. Et je rencontre Rassaf, qui s'appelle Rassaf Ezra dans la vraie vie, qui est le petit-fils d'un musicien irakien. Et je sais qu'il y a eu un avant et après, comme il y a eu un avant et après Beyrouth, après le 4 août de l'explosion, là sur ma vie en tout cas, il y a eu un avant et après, c'est-à-dire que j'ai rencontré ce mec et je me suis dit, j'ai rencontré mon double dans ce pays où il m'était interdit, où finalement j'ai trouvé 1000 fois plus de points communs avec lui qu'avec des gens avec qui j'étais au Liban ou en France ou qui étaient franco-libanais, franco-arabes. Et en fait, parce qu'il était dans une impasse, enfin lui-même encore aujourd'hui, il a une sorte de, sa vie c'est une impasse. Je pense qu'il a que des choses comme tu as dit, comme vous avez dit. Il y a quelque chose de très fataliste dans sa vie. J'avais cette même fatalité dans la mienne, et en fait nos deux fatalités se sont jointes, et ça a créé comme à un moment une petite bulle d'espoir. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que ça a créé une bulle d'espoir que ce soir-là, parce qu'après on s'était revus, ce qui n'est pas raconté dans le livre 3 jours après, et puis tout s'est éteint. Finalement, l'espoir est complètement parti. On a réalisé qui on était l'un et l'autre, et puis voilà, c'était fini. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, une étincelle, et je crois que la chance que j'ai d'être écrivain ou photographe, peu importe, c'est qu'on peut vivre ce genre d'étincelles qui sont assez rares dans la région. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont de ces origines-là qui ont le droit de vivre ce genre de moment. Et c'est une vraie chance. Ce qui fait également la force de ce livre, c'est son immense tendresse, que je qualifierais d'universaliste. Le narrateur ne campe pas sur une moindre position identitaire ou nationaliste. Il s'aperçoit qu'il est un être multiple et que dans le fond, toute sa génération est embarquée dans la même galère, d'un côté ou de l'autre de la frontière. La seule patrie qu'il puisse admettre, c'est celle du monde des arts. En cela, c'est un livre politique qui prône l'émancipation du concept familial, on y revient, et pour s'affranchir d'un passé traumatique et donc d'un système politique actuel. Difficile de ne pas évoquer maintenant le Beyrouth d'aujourd'hui, le Beyrouth de post-explosion du 4 août et de son cortège de dévastation. Donc pour vous, Savine Gousso, est-ce que la solution à une sortie de crise, que ce soit au Liban ou au Moyen-Orient, passe par s'affranchir de la famille avant de s'affranchir de l'État? On finit sur une analyse marxiste. Tout. Mais alors par contre c'est pas un livre politique. C'est pas du tout un livre politique. Il le devient peut-être à force, une fois qu'il existe, mais c'est pas du tout un livre politique que j'ai voulu écrire. Non, c'est au contraire. En tout cas. Ouais. C'est vrai, faut le préciser. Mais sur ce que vous avez dit, sur ce que t'as dit, je vais te tutoyer. Sur la famille, ouais, je pense que la première émancipation, en tout cas au Liban, pour parler du Liban, c'est d'abord la famille, puis la communauté, pour ensuite déjà penser à un pays. Donc oui, je pense que le premier combat, c'est déjà de dire à nos parents, aux oncles, à ce qui nous entoure, qu'on est soit pas d'accord avec eux politiquement, soit homo si on est homo, enfin de s'affirmer, de s'affranchir enfin de ça. Et ça, c'est le plus gros des combats, et je sais pas si l'explosion du 4 août va aider à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est un peu libéré sur les générations. Mais le travail est très très long. Là, c'est quelque chose qu'on nous a transmis, qui est passé de génération en génération. Et même moi, qui suis né à l'extérieur, qui ai vécu quand même une grande partie de ma vie en France, etc., me libérer de ça, j'en suis pas encore libéré aujourd'hui, tout simplement. Oh, ça prendra encore 15, 20 ans. 30, 40, 50. En tout cas, grand merci, Savine Gousso. On est toujours ravis de retrouver vos héros complètement névrosés et fatalistes. J'aimerais vous qualifier du plus grand écrivain ashkénaze d'origine en ce moment. Merci. Merci, Dave.